à ces messieurs qui tiennent, tu vois, Virgile, t'en as un qui tient le bras gauche, d'autres qui tient le bras droit. Euh, c'est carrément des carrures de rugbyman qu'ils ont, quoi. Et ils ont C'est le des... tétard et le crapaud, mais en moins affreux. Voilà, en plus, on va dire, mâchoire de... Enfin, si, ils ont une mâchoire carrée, mais voilà, en plus simple, quoi. Humaine. Plus humaine. Eh bien, pas tant que ça, parce que au moment où tu regardes dans leur direction, alors que ces messieurs ont des lunettes de soleil, alors qu'on est en pleine soirée, on est en plein hiver, mais bon, ils portent ce qui semble être des lunettes de soleil, tu vois une sorte de reflet jaune au niveau de leurs pupilles. Et ça me dit quelque chose, ça, non? Absolument pas. Il n'y avait pas eu des hommes avec des reflets jaunes dans les yeux C'était peut-être pas la même histoire. Non. Enfin, toujours est-il que là, tu sens qu'il y a peut-être comment dire, une corrélation entre le fait qu'il soit insensible à cet artefact, parce que là, très clairement, tu vois quelque chose qui est magique. Tu Ouais, vois, j'ai ressenti l'appel, mais j'y ai résisté. voilà, exactement. Par contre, et chose très importante, les messieurs donc, qui sont à côté, là, qui surenchérissent, euh, tu vois qu'ils ne sont pas, comme dirait-on, atteints par cette magie. Au contraire, ils en jouent, ils s'amusent, et ils ont largement les moyens de surenchérir sans que ça nuise à leur fortune, quoi. Et Ok. on va revenir en JTR. Et donc, au bout de, on va dire, 800 000 dollars, il y a donc cet homme blond qui achète enfin, qui finit par avoir ce fameux, comme dirait-on, artefact, ce fameux scoop. Il est heureux, il a brandi et il offre à Sophie Vautrel, quoi, qui elle fait montre de surprise en mettant, vous voyez, ce fameux geste féminin, la main au niveau Dans du sa torse. bouche. Oh. Non, du torse, presque du Pour socle. moi? Exactement, c'est ça, quoi. Et donc, du coup, voilà, euh, vous la voyez amuser. Et on va revenir au niveau de Clotilde. Alors, Clotilde, tu téléphones donc du coup au professeur Chevalier, c'est ça? Oui. Oui, c'est lui. C'est dans sa maison de campagne d'ailleurs qu'on était réveillé l'autre fois après sa mission, donc on connaît. D'accord, du coup. Du coup, tu téléphones. Tu as donc le téléphone qui sonne. Il est tard. Oui, allô, bonjour. Enfin, bonsoir, excusez-moi. Professeur Chevalier. Vous pouvez parler plus fort, je n'entends pas. Professeur Chevalier. Lui-même. Ah, mais c'est vous, Madame Davernier. Ouais. Et Tout à j'ai- fait. j'espère que vous allez bien depuis votre dernier séjour à Saint-Martin. Non, parce que l'exorcisme n'a pas marché vu que les cauchemars continuent, j'ai été interné. Ah, d'accord. Effectivement, je m'excuse, c'est plutôt le contraire. Donc du coup, que faites-vous? Que voulez-vous? Est-ce que je peux vous aider? Enfin voilà, quoi, tu vois, il est un Au peu... contraire. Ah oui, vous voulez dire que je n'ai pas. Oui, effectivement, ça va pas. Bon, ben écoutez, c'est pas. Justement, c'est pas pour. Peut-être que je sois interné pour l'instant que je vous appelle. Euh, je ne sais plus si je vous le dis, mais si je vous l'ai dit, mais je connais une de vos anciennes élèves, Mathilde Thériault. Oui, tout à fait, je devais, je devais comment dirait-on, lui faire entendre raison. Pourquoi? C'est-à-dire. Eh bien, elle devait reprendre ses études, vous comprenez. En fait, officiellement,
officieusement, c'était pour que je la surveille. Alors rien de bien méchant, vous inquiétez pas, c'était pour son bien. Euh, il va sans dire qu'il avait fait des découvertes très inquiétantes. Le genre de découverte que on va dire, le commun du mortel n'est pas censé découvrir. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Sans que Ça va. Il va falloir que vous me parlez de ces découvertes. Mais il me semble que bien, j'y suis lié. si vous pouvez aussi me dire de quoi il en retourne, parce qu'elles étaient assez vastes, ces recherches. Elle a parlé de rituels de sacrifice humain qu'elle a découvert en Asie qui transformaient les gens en quelque chose de pas humain, dans ses propres mots. C'est venu en Europe, il y en a eu au XVIIIe siècle entre l'Autriche et la Hongrie, et des symboles des gens qui pratiquaient ce sacrifice. Là, c'est une société ou un groupe disparate, des groupes disparates, mais ça va de ces fameuses sociétés secrètes. Ce serait une rose, c'est pas ça la rose croix, mais apparemment elle a pas mentionné ce mot. D'accord. Quand tu lis tout cela, il commence à te parler lentement. Écoutez ma voix. Et tu vois, tu entends un petit tintement, jet de mental. Tintement d'une clochette. Oh le con. Oh, j'aurais pas dû. Allez. Ça passe ou ça passe pas? Non, j'ai pas compris. Tu l'as? Oui, je suis là et ça ne passe pas. D'accord. Je te dis comme ça, attends, je te fais la phase RP. Écoutez, ne vous inquiétez pas. Je vous écoute. Je vais vous dire. Toujours ce petit tâtonnement tu sais, de clochette. Les gens auxquels elle a fait allusion ne sont qu'un mythe. Tâtonnement de clochette. Écoutez ma voix. Il ne reste rien. Tout cela n'existe que dans sa tête. Tintement de clochette. Et tu es persuadé que tout ce qu'il dit est vrai. Madame Davernier, ça va? Et Là, oui, tu reprends tes esprits et en fait, dans ta tête, en fait, Mathilde avait peut-être un début de folie, quoi. En gros, à Charpet, tu as été hypnotisé. D'accord, oui. Oui, oui, je. Non, excuse-moi, j'ai eu un instant d'absence. Il y a quelque chose? Oui, est-ce que tu parles au MJ ou au personnage là? Oui, non, je parle au perso, je parle au professeur Chevalier, je lui dis j'ai eu un moment d'absence, c'est Oui, oui, l'hypnose en gros. Vous me disiez quelque chose? oui, non, je vous ai juste dit que je connais ces fameuses recherches de Madame Lavernier, mais en fait, tout ça n'est que mythe et folklore. Ne cherchez pas à creuser plus loin là-dedans. Par contre, ce qui est sûr, euh, c'est qu'il y a eu des pratiques barbares durant le Moyen-Âge qui ont amené à des chasses aux sorcières. Mais tout cela n'appartient au passé. Ne vous inquiétez pas, aucun lien avec ce qui se passe aujourd'hui. Et tu en es persuadé, tu vois ce que je veux dire, hein? C'est bon. Est-ce que tu peux répéter, est-ce que ça coupe? Merci beaucoup et désolé de vous avoir dérangé aussi tard, professeur. Il n'y a pas de souci, madame. Et je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée surtout. Et du coup, il raccroche. Et du coup, moi, je raccroche, je vais rejoindre moi, je prends le taxi, ou je sais pas quoi. Comment se déplace à cette époque, il n'y a pas de métro. Je crois que c'était pas fait pour les femmes. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, tout à fait, quoi. Donc, je vais rejoindre mon mari et on part à cette vente de chair. Ça marche. Victor, de ton côté. Victor, tu es donc en face de ce fameux professeur. Euh, il te regarde. Que fais-tu?
Professeur, bonjour, je me présente Victor Méric, je suis journaliste au petit rapporteur. J'ai entendu dire que vous alliez faire une grande conférence et que vous avez réuni des experts en la matière, une conférence médicale. Est-ce que vous pourriez en dire plus? J'aurais souhaité écrire un article sur cet événement scientifique de la plus grande importance pour notre pays. Mais bien sûr, mon cher ami. D'abord, laissez-moi vous dire que ces recherches n'ont en aucune manière, contrairement à ce que disent certains esprits réactionnaires, lien avec de l'eugénisme. Nous essayons de voir, de percer les secrets de l'évolution de l'homme. Et sur ce point, nous avons fait pas mal de progrès. De façon à dire que la science française est, on va dire, une science de pointe au niveau international. Et c'est pour cela que ces divers scientifiques américains, britanniques et j'oserais même dire allemands vont venir nous voir. Mais pourquoi vous voulez vraiment participer en tant que journaliste à ce colloque? Mais c'est intéressant, quoi. Ah, mais si le petit chapardeur pourrait avoir pourrait couvrir l'événement, ça serait une grande, ça serait fort intéressant pour notre journal et puis pour nos lecteurs. Ils sont très intéressés par les avancées scientifiques. Et dites-moi, quand vous dites que vous avez des extracteurs, vous pensez à qui, quel professeur en particulier? Oh, je suis au regret de vous dire que nous avions dans nos locaux un professeur d'origine russe, certainement un bolchevique, docteur professeur Yashenko, qui, pour des raisons obscures, a voulu faire mauvaise publicité par rapport à notre établissement et surtout par rapport à toute la médecine de pointe française, monsieur. Mmh. Vous pensez que ses origines russes, potentiellement, ça m'a un peu énervé ce qu'il m'a dit, donc je vais essayer de le titiller dans ce sens-là. Oui, il n'y a pas de souci. Et vous pensez que probablement ces idées bolcheviques feraient votre travail, hein? Mais de toute façon, nous ne sommes pas à l'abri de l'espionnage, d'où qu'il soit. Mais il va sans dire que, heureusement, notre Europe, l'Europe de la lumière, non pas cette aberration bolchevique. Vous lui connaissiez des idées bolcheviques à ce docteur Yashenko? Eh bien, bizarrement non. Il se disait russe blanc, mais ce que je puis vous dire... impérialiste donc. Peut-être. Ce que je puis vous dire, c'est que la découverte de tous ces opiums ainsi que des tracts communistes chez lui ne laisse plus de doute quant à ses affiliations. Ah, vous pensez à une double activité. Et vous savez ce qu'il est devenu? Il s'est retiré dans un petit village. Et quand vous disiez nous, quels sont les professeurs qui travaillent avec vous? Bien, il y a le professeur Lamarthe, que vous connaissez, qui est à côté de vous. Ah, c'est vous, professeur Lamarthe? Ah, Oui, enchanté de vous rencontrer. fait, Je savais pas que vous étiez professeur Lamarthe. Je pensais que vous étiez juste le docteur qui s'occupait des patients que nous avions vus tout à l'heure. Je suis aussi docteur, mon cher ami, donc te dit avec sa voix un peu grave. Je fais des recherches, mais je m'occupe aussi, et c'est mon sacerdoce, si j'ose m'exprimer ainsi, de mes patients. De vos patients? Patients. Ah, patients. Ah oui.
le système français de recherche et d'études et d'activités auprès des patients, bien sûr. Eh bien, qu'est-ce que vous pourriez me dire de plus sur le colloque qui va avoir lieu, du coup, et sur vos recherches? Alors, il se regarde et Je commence à sortir mon calepin, comme si je vais écrire un toi article. aussi, tu vas me faire un jet de mental. Fais-moi un jet de mental. Ouais, c'est parti. 12, premier jet reçu de la soirée. Ça passe, il te parle de tout ce qui est, ce qu'on dirait aujourd'hui par rapport à la génétique, à l'évolution de l'homme, quoi, des primates jusqu'à nos jours, enfin, tu vois ce que je veux dire. Et surtout, le rapport entre la génétique et l'alimentation, enfin, quelque chose d'assez innovant, surtout à l'époque où on commence à percer certains secrets médicaux, quoi. Fais un jet de psychologie, s'il te plaît. 10, ça passe. Il te pète un bateau. Tu vois ce que je veux dire? Tu pourras pas le prouver malheureusement, mais tu sais, en ton fort intérieur, tu sais que c'est pour de faux. Enfin, voilà, d'accord. Donc, si je comprends bien le sous-texte dont vous parlez, vos recherches visent à t'amener à améliorer l'humanité pour en faire une humanité plus résistante et plus supérieure à ce qu'elle est actuellement. Et j'oserais même dire, ça c'est le professeur Cicéron, j'oserais même dire plus productive et travailleuse. Et plus docile, je me dis intérieurement. Mais est-ce que vous... Exactement. Mais est-ce que vous ne pensez pas que laisser de côté toute une partie de l'humanité, est-ce que vous ne pensez pas qu'une partie de l'humanité pourrait être laissée de côté par ces recherches ou ce processus? Évidemment, nous ne pourrons pas subvenir aux besoins, et ça c'est le professeur Lamarck, de tout le monde dans un premier temps. Nous couperons de la grande masse en temps et en heure, mon cher Amérique, c'est ça. Et donc du coup, il va nous faire un jet d'intelligence. Et c'est un échec critique. Il sait pas que tu es un anarchiste, un communiste et tout ça. Que pensez-vous des idées qui circulent outre-Rhin concernant l'eugénisme? C'est assez inquiétant. Et c'est pour cela que la France se doit de rester pure dans ses intentions par rapport à cette barbarie des Boches. Une race pure pour guider l'humanité. C'est ce qu'ils pensent, mais ils se trompent. Je parlais des Français. Ah non, non, on n'a pas besoin d'être pur, nous sommes Français. Très bien, messieurs. Bien, je pense que j'ai déjà de quoi commencer un article. Je serais très intéressé d'assister à votre colloque. Et il te propose d'y participer le 25, donc 25 mars de cette année. Eh bien, je vais prendre congé et puis je vais essayer d'aller voir l'autre docteur que je voulais aller voir à l'hôpital, qui s'était occupé de la disparition de notre potentiel tueur en série. D'accord. Mais avant cela, je vais retourner donc à la fois sur Clotilde, Gaspard et Virgile. Clotilde, de ton côté, tu as rejoint donc cet hôtel des ventes, voilà, avec ton mari, je précise. Voilà.
Clotilde. J'attends pas. Ok. Tu finis, vous arrivez un peu tard quand même. Vous arrivez un peu tard, mais par chance, votre table a été réservée. C'est une table assez vide. Oui, forcément, parce qu'il n'y a personne qui s'est assis dessus. Enfin, du moins à cette table plutôt. Et Clotilde, tu reconnais Virgile. Virgile qui avait commencé cette enquête avec toi pour pour retrouver donc Alice, donc la fille de Maltiterio. Et toi, Virgile, tu reconnais Clotilde. Ah, bonne nouvelle. Par contre, là, je suis pas avec la sécurité en train de me faire empoigner. Non, il t'a ramené à la table, donc C'est bon. ça va, c'est pas la première fois qu'il voit des clients agir bizarrement, mais ils sont assez efficaces, quoi. Je lui fais Donc, signe. bon, Je passe ma main derrière la tête pour lui faire signe qu'il a les cheveux tout ébouriffés. Pourquoi d'ailleurs? Tu sais pas, mais tu sais que Virgile a les cheveux un peu sur dessus dessous, ça c'est vrai, quoi. Donc, j'ai récupéré mes esprits. oui, tu es redevenu toi-même. Tu poses. Oui, tout à fait, tu es redevenu toi-même. Oui, avant que je te coupe, excuse-moi. Que fais-tu du coup? Alors, très bien, du coup, je vais saluer Clotilde. Vous ici, comment allez-vous? Attendez là. J'ai pas l'impression. Clotilde, comment allez-vous? On m'entend bien là? Ah, mieux, ouais, mieux. Oh, je prends un air gêné parce que j'aurais pas voulu qu'il me salue devant mon mari. Virgile, oui, très bien. Je suis sorti avec. Ah, bah tenez, Philibert, je vous présente Virgile. Un monsieur sympathique qui est passé au club avec sa femme nous montrer ses talents de photographe. Alors, Philibert s'incline devant toi, mon cher Virgile. Oui, Philibert, Alphonse Davernier, pour vous servir. Donc, il te tend la main voilà, que tu lui serres la main, quoi, en retour. Très bien, je lui serre la main. Je suis poli. Gaspard, de ton côté. Gaspard, tu vois donc Virgile qui serre la main de cet homme. Hein, et tu vas me faire un jet d'intelligence, tiens. Est-ce que je suis malin? 77, non, pas assez. Ok, d'accord. Sa tête te dit quelque chose, mais pour l'instant, tu sais pas d'où tu l'as vu. Mais tu sais que tu l'as vu quelque part. Ok. Donc du coup, ton mari, Clotilde, sympathise avec Victor. Et forcément, Aldernon reconnaît... pas Victor, avec Virgile, excuse-moi. Et forcément, Aldernon reconnaît donc le personnage donc du mari donc de Clotilde. Monsieur Davernier peut-être. Monsieur Davernier sursaute. Ah, Monsieur Gontren, c'est ça. Ah oui, lui-même. Je vois que nos tables sont l'une à côté de l'autre. Nous allons pouvoir discuter. Et donc du coup, Gaspard, tu les entends discuter de trucs mondains. Bon, tu t'en fiches. Mais tu vas me refaire cette fois-ci un jet d'intelligence avec un bonus de 20, quoi. Ça passe. Je vais t'envoyer l'information en message privé, quoi. Voilà. Et ses goûts sont assez particuliers.
J'imagine. Euh, Donc le mari de Clotilde est un client de la princesse pourpre. Voilà. Ok. C'est bien du mari de Clotilde qu'on parle. Arrivé à une certaine heure, il y a une sorte de caisse. Une caisse, comment dire, assez grande, elle fait 1,80 m sur 70. Voilà. Et elle est présentée comme l'eau surprise. Mais avant cela, ils vont faire une pause, quoi. Le commissaire-priseur fait une entr'acte. Et vous êtes libre de vous promener ça et là dans cet endroit. Je vais essayer de parler moi à Virgile, mais ce qui vous a amené ici, Virgile? Eh bien, j'accompagne. On peut pas s'approcher du lot surprise, je suppose. Ça va être compliqué. Vous pouvez vous approcher, mais il y a quand même deux hommes qui font la garde. Ceci dit, le lot surprise est dans une arrière-salle, je précise. Ah, d'accord, j'ai cru qu'elle commençait à monter sur scène et tout. Non, elle est pour l'instant dans une arrière-salle, Du coup, je disais que j'accompagne Gaspard, Clotilde. Ok, d'accord. Je vais essayer de m'introduire discrètement dans l'arrière-salle. Ok, d'accord. Clotilde, toi de ton côté, t'as ton mari qui discute avec tous ces hommes d'affaires. Il n'y a pas de souci, on va dire, il a l'esprit ailleurs. Virgile? Oui. Qui est ce Gaspard? Bon, parlez. Si je vous connais. Et est-ce qu'on a vu le mari de Clotilde quand la dernière fois on était justement au cabaret spécial? Le pourpre. Virgile, fais-moi un G de tac de perception. 26, oui. Oui, tu l'as déjà vu. Mince, comment ça s'appelait, pourpre? La Princesse. Tu l'as déjà vu, mais il est pas resté longtemps, quoi. D'accord. Alors à ce moment-là, je vais faire une tête. Tiens, c'est. Je crois avoir déjà vu votre mari, Clotilde. Oui, c'est connu. Et je vais le dénoncer. En mode poucave. Je pointe le doigt et tout. C'est lui le vieux monsieur. Et du coup, Clotilde, tu me demandais, Gaspard, ce que je faisais avec Gaspard, c'est ça? Je crois que c'était ça. Hein. J'avais l'impression que le son était coupé. Oui. Ouais, bah c'est pas grave, au cas où, ça on est sûr. Oui, je te demandais surtout qui était ce Gaspard que tu accompagnais ici. J'aimais pas te revoir. Je voudrais plutôt te voir Victor. Comment ça se passe? Est-ce que je lui dis la vérité, tout ça, monsieur le MJ? Tu fais ce que tu veux. Ah bon, d'accord. Parce que Clotilde, c'est bien celle qui faisait partie de mon trio de base. Oui. Et oui. Donc normalement, on est censé être un peu plus... être très proche Vous êtes en confiance, quoi. Non, mais vous êtes vraiment amis tous les deux. Voilà. Et toi, Virgile, ça fait des années que vous vous connaissez, il n'y a aucun souci, quoi. À ce moment-là, je vais lui dire la vérité, quoi. On est venu rencontrer des gens et que Gaspard... Oui, cette idée, accessoirement, tu sais que mon mari n'est pas au courant pour les activités d'investigation et de trucs. Justement, c'est un club de trucs féminins, on fait des trucs pour les femmes en 1920. Ah bah alors à ce moment-là, faut que je fasse en fonction... ton mari comprenne pas ça. Et je lui ai dit que tu étais un photographe qui était venu présenter ses talents dans le club. Voilà, faire de la photo. De Donc toute du façon, coup, voilà, Gaspard m'accompagne.
De toute façon, tout le monde vous voit prendre des coupes de champagne. Toi, Gaspard, tu jauges la situation et tu vas me faire un jet de perception avec un bonus de 30 maintenant. Je dirais pas qu'on essaie de savoir un peu ce qu'il y a dans cette grosse caisse, ou alors dans l'arrière-salle, pour voir ce qu'ils ont comme autre objet en vente. Passe largement. Mauvaise nouvelle pour toi. Ce sont des hommes scorpions. Ah, ils m'ont retrouvé. Non, ils t'ont pas encore vu. Mais c'est eux qui sont assignés à la sécurité de cette dite boîte. Les hommes du Scorpion sont assignés à la sécurité de la boîte. Ouais. Suspicious. Pas de violence, hein. Pas de violence. Fais-moi juste un autre jet de perception, Gaspard. Comment est-ce que je vais bien pouvoir me débarrasser d'eux? Ça passe. Ok. Tu reconnais cet homme, tu vois, avec les lunettes là, un peu dégarnies là. Il semble t'observer avec attention, je précise. Il m'a repéré, lui. Ouais. Il te fait signe de venir, tu sais, avec le doigt de venir. Eh bien, on va aller à la table de cette chère mademoiselle Vautrelle. Non, il est sorti de la table. C'est moi qui me suis Ah. expliqué. D'accord, pas de Vous êtes souci. dans- On va aller rencontrer ce charmant vieil homme, ce loup déguisé en agneau. C'est plus qu'un loup, hein. C'est un loup-garou. Dans ce Ogre. Exactement. Donc, du coup, est-ce que tu y vas tout seul, Gaspard, ou est-ce que Clotilde et toi, Virgile, vous risquez de suivre Gaspard à vos risques et périls? Je ne fais pas attention aux autres, moi. Moi, j'aurais plutôt voulu m'approcher de la caisse. D'accord. L'histoire de ce Gaspard, je le connais pas très bien, c'est plutôt ami de Virgile. D'ailleurs, comme Clotilde et moi on parlait de Gaspard, je vais lui dire, bah, d'ailleurs, comme vous le connaissez pas bien, bah, si vous voulez, J'adore la solidarité entre joueurs. en étant avec Gaspard, vous le connaîtrez très mieux. Non, mais il n'y a pas de souci. Donc, du coup, Gaspard, tu y vas tout seul, quoi. Mhm. Et nous allons venir. Je vais mettre les autres en JDR2 et je les ramène de suite, d'accord? Ok. Gaspard, tu vois cet homme. Il semble avoir le regard insistant. Il s'approche de toi. Enfin, Bah, je m'approche de lui. C'est lui qui me fait signe. Alors, je vois que vous êtes intéressé par cette boîte. Sachez, Très curieux, on est. vous savez que moi aussi, à la Conquiriton attiré mon attention, mon cher ami. J'en oublie les bonnes manières. Je suis le professeur. Gaspard. Professeur Amédée Samulo, pour vous servir. Psychiatre de renom. J'ai vu que votre ami avait une sorte d'addiction vis-à-vis des objets rares. Et là, il te tend sa carte carrément. Si tu veux. Ah bah, je la prends, je me présente, Gaspard Claudin. C'est un psychiatre, je précise. Et du coup, je vais pas lui dire que je suis journaliste. Je vais rien lui dire du tout. Par contre, je vais lui dire, je crains que mon ami n'ait pas forcément les moyens de ce genre de consultation. Et évidemment, tu sens très, très clairement que c'est un psychiatre, un aliéniste, vraiment pour gens très aisés, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et c'est pour cela que tu dis ça. C'est pour ça que je lui dis ça. Exactement, non, mais tout à fait. Non, mais je comprends, mais il n'y a pas de souci, monsieur. Ceci dit, cette boîte est très intrigante. Vous voyez, là, il te montre des sortes de
glyphes, de symboles, comment dire, dessinés à même tu vois, la caisse, quoi. Et tu vas me faire un jet de mental. Ciel. 48, ça passe. Ça passe. Oui, et ceci est assez ancien. D'aucuns diraient qu'il s'agit de vieilles croyances. Mais bon, je ne suis pas là pour vous enseigner quoi que ce soit. Mais plus là pour faire la marche avec vous. Je vous écoute. Juste, je vous demanderai à l'instant. La seule chose que vous feriez pour moi, enfin, c'est que le jour où je vous demanderai un service, vous me rendrez l'appareil. J'ai de mental. Et j'ai de psychologie. Alors, mental d'abord. Ça passe en critique. Et psychologie. Ça passe aussi, putain. Mental, tu vois, quand tu es en face du patron, t'as le truomètre qui a, on va dire, 7-8. 100. Non, 7-8 sur 10. 7-8, ah, 7-8 sur 10. Là, il est à 1000, carrément. Ah ouais, ce mec-là est beaucoup plus intimidant que le patron. Pourtant, c'est un homme qui a l'air d'avoir la cinquantaine. Oui, c'est un ogre. Psychologie, marché de dupes. Marché de dupes. Ouais. Cependant, tu vas me faire un jet de chance. Alors, ma chance est plutôt haute. 11, mais ça passe encore. Et tu vois que malgré le fait que cet homme est un ogre, comme tu pourrais l'imaginer, tu ne seras pas perdant. Loin s'en faut. Un marché de dupes duquel je ne perdrai pas. Parce que même si le risque est en ta défaveur, c'est le genre de personne qui accepte qu'on puisse sacrifier quelqu'un à ta place, quoi. Ah. C'est un marché de dupes dans le sens où je m'en sortirai pas si j'accepte, mais je peux toujours trouver un bouc émissaire. Exactement, t'as tout compris. On va faire ça alors. Je vous écoute. Bien, Qu'est-ce que vous me proposez? je vous propose ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. La boîte en question restera fermée, mais son contenu, si c'est vraiment cela qui vous intéresse, vous sera livré. La seule chose que je vous demande, et je vous le dis encore, c'est que d'ici un an, je frapperai à votre porte et j'aurai quelque chose à vous demander. Marché conclu. Et là, il te tend sa main. Ah bah, on va lui serrer la main. Tu sens une brûlure. Une brûlure. Je m'en doutais, donc je serre les dents. Ça sent le soufre. Tu sens quelque chose se vider entre eux. C'est léger, succinct. Et puis, il s'en va. Eh bien, ravi d'avoir fait affaire avec vous, mon cher limier sanglant. J'aime ce nom. Au revoir. Et tu es vraiment en sueur. En quoi je viens de m'embarquer? Ah, ça. Oh, enfin. Je regarde ma main quand même. Elle a rien, mais ça te brûle encore. Clotilde et Virgile, vous vous retournez et vous voyez Gaspard qui semble dénouer, excusez-moi, sa cravate. C'est-à-dire comme s'il avait pris chaud? Oui.
Comme s'il était en sueur. Bon. Et Que t'est-il autour arrivé, de lui Gaspard? Et qu'est-ce qu'on voit autour de lui? Il y a juste des personnes qui passent ça et là. Oh, j'ai fait un pacte avec le diable. Ah, Alors, je vais un petit peu et dire comment ça avec le diable? t'inquiète pas de ça. Essaie plutôt de me savoir ce qu'il y a dans cette boîte. J'espère que tu es sûr de ce que tu fais, Gaspard. Virgile, tu es pas loin donc de cette boîte, tu es à quelques mètres, tu vois ces hommes qui sont postés là comme des plantons. Et tu vois. Et je... Attends, excuse-moi. Tu vois que à l'intérieur de leur veste, il y a un holster. Et dans ce holster, un pistolet. Dans ce pistolet. Est-ce qu'on a le droit de faire genre on regarde comme ça, comme des Ah, mais vous des avez tout à fait le droit. C'est juste que vous n'avez pas le droit de toucher la boîte, quoi. Donc par exemple, je peux faire un petit peu le tour de la boîte pour voir si je vois une ombre, si je vois un reflet. Exactement. Tu fais le tour et plus tu fais le tour de la boîte, plus tu sens comme si la pièce se rétrécissait. Comme si La pièce de la boîte ou la pièce dans laquelle on est nous? la pièce dans laquelle tu te trouves. D'accord. Que Et fais-tu de ton côté? Tu vois Virgile qui fait le tour de cette boîte, tu le vois qui commence à avoir le regard effrayé. Lui, voilà, puis il t'arrive, Virgile. C'est quand même si tu pleures comme ça. est-ce que je l'entends? Tu l'entends, mais de très loin, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, Clotilde? Toi, je suis à côté. Quoi? Et je plisse les yeux et tout, presque un peu plus fort. Et J'entends pas bien ce que tu dis, Clotilde. au moment où tu arrives vers Clotilde, ça va mieux, quoi. Tu t'es éloigné de cette pièce. Et nous allons revenir sur Victor. Savez-vous, j'avais demandé à Virgile, je m'étais approché de Virgile et de la boîte là, pour lui demander mais qu'est-ce qui te fait peur comme ça? Alors je te laisse finir cette scène et après je reviens sur Victor. Oh, Et, je regarde me ce sentais qu'il un peu voit. serré. Comment? Dans la pièce. Non, toi, Oula, ça- j'entends que des morceaux de... Clotilde, ça J'essaie de va. m'approcher Tu- j'essaie de m'approcher de la boîte et je regarde ce qu'il y a. S'il y a à travers une, tu sais, une fente, je vois pas ce qu'il y a à l'intérieur. Non, tu vois rien, quoi. La boîte est hermétique. Il y a... Par contre, quand toi tu t'approches de cette boîte, Clotilde, alors toi c'est pas le même effet. Tu sens pas que la pièce se rétrécit. C'est plutôt même l'inverse. C'est l'impression que tu vois vraiment les couloirs, les murs qui s'élargissent, enfin du moins qui s'éloignent plutôt, et tu es pris de nausée, quoi. Voilà. Gaspard, de ton côté, une mauvaise nouvelle. Tu vois les deux gardes qui commencent à se chuchoter à l'oreille pendant qu'ils t'aperçoivent. Tu as que quelques secondes pour agir. Eh bien, c'est le moment de prendre congé. Tu prends congé, Je rajuste mon chapeau. Je fais profil bas et... Ok. Tu fais profil bas. Au moment où tu commences à fausser compagnie. On est d'accord que je sais où ça va... Enfin, je sais pas où ça va m'être livré, mais ça va m'être livré. Hein. Ouais. Vu la personne, il y aura pas de... Il n'y aura pas de problème à ce qu'il me retrouve et me remettre le colis. Il n'y aura pas de souci. Donc du coup, Clotilde et Virgile, vous voyez Gaspard qui commence à se carapater discrètement, mais il marche, il commence à hâter le pas. Ton ami est pressé, qu'est-ce qui lui arrive?
Gaspard, tu Excuse-moi, fermes ça. Clotilde, je vais suivre Ça Gaspard. commence Ça à te marcher dérange derrière pas? toi, Gaspard. Voilà, je marche derrière lui. Une personne, deux personnes, trois personnes. Mon miroir, c'est quoi comme genre de personne? Les hommes scorpions, ils commencent à s'attroper. Ah merde. J'ai quoi sur moi? T'as un pistolet. Pas de dynamite, pas de fumigène, rien du tout. Si, t'as du fumigène quand même. Eh ben, on va en laisser tomber un discrètement près du couloir dans lequel je m'engouffre pour sortir. Et du coup, ça ne crée pas une panique, mais presque quand même. Et Clotilde et Virgile, ainsi que Gaspard, vous ne manquez pas de vous enfuir de cet endroit, quoi. Courant pour le coup. En courant, exactement, quoi. Parce qu'il y a de la fumée qui vous empêche de respirer. Et vous cherchez naturellement l'air sain du dehors, quoi. Même s'il fait très froid. Oui. J'entends pas ce que tu dis, je suis désolé, mais... Je disais, j'ai été envoyé par message privé ce que je faisais pendant que tu parlais, que tu décrivais ce qui se passe avec Gaspard. Ok. Moi, normalement, je suis en avance sur la fumée. Ouais, il est vraiment un peu plus loin que vous, quoi. Ah, mais ça... Non, mais ça n'impacte pas du tout ce que je t'ai envoyé. Attends. Tu l'as pas lu. Bon. Si, non. Attends, 2 secondes, toc. Non, tu m'as rien envoyé. Et donc, oui. Bref, je vais revenir sur Victor parce que... S'il vous plaît, messieurs. Ça va. Je reviens sur Victor. Victor, tu es pas loin donc de cette morgue. Je vais toquer, enfin voir s'il y a une infirmière, un infirmier, un docteur. Et si je vois personne, je vais toquer. Allô? Oui, bonjour. Enfin, bonsoir, mais non. Bonsoir. Je cherchais le professeur, le docteur Delbert. Ah, oui, bah, vous l'avez devant vous, monsieur. Ah, enchanté, monsieur. Je me présente, je suis Victor Méric, je suis journaliste au Petit Rapporteur. Et j'écris un article sur une série de morts étranges. Ah. Peut-être, et je fais le tour des et là, il te coupe, vous êtes là dans la morgue, vous êtes au bon endroit, excusez-moi, humour de légiste. Pardon? Il te coupe, il te dit, ouais, vous êtes dans la morgue. Il te coupe, il dit, ouais, vous êtes au bon endroit, excusez-moi, humour de légiste. Je souris gentiment. Et oui, donc du coup, je fais le tour des morts pour savoir quels étaient les décédés et qui pourraient avoir des causes étranges qui auraient pu traverser toutes les morgues de Paris. Est-ce que vous avez eu des cadavres dont la mort est restée un petit peu inexpliquée? Eh bien, récemment, nous avons eu des morts, principalement de femmes, je précise, imputées à un tueur en série qu'on nommerait le Frelon. Toujours le même process. Mais je pense que... Sinon, quelle est votre question? Est-ce que c'est par rapport à ces morts ou c'est par rapport à d'autres morts? Ben, vous pensez bien que tous les jours nous en parlent, donc c'est bien par rapport à celle-ci que mon journal m'a envoyé écrire un article. Vous avez eu vous-même des femmes décédées de manière étrange suivant ce procédé? Bien, oui, il y a eu 2 femmes qui ont été retrouvées mortes, une qui a été retrouvée dans la Seine à côté d'un cabaret qui s'appelle la Princesse Pourpre, je crois, c'est ça. D'ailleurs, nous l'avons mise à la morgue. J'ai étudié son cas, je l'ai même sculpté.
Et c'est vrai que ce qui semble étrange, c'est que on lui a injecté un produit et ça a accéléré, on va dire, sa décomposition. Ah oui. Oui, tout à fait. Et D'ailleurs, mais c'est- si ça vous intéresse, commence à te montrer des photos et c'est pas très, voilà, c'est assez dégoûtant. j'ai cherché un tableau périodique au mur pour regarder ailleurs. Je veux Ouais, dire, et dans les familles des produits chimiques que vous utilisez, je sais que vous utilisez des produits chimiques pour retarder la décomposition. Vous connaissez qui en accélère? eh bien, oui, tout à fait, mais là, c'est quelque chose d'assez déroutant parce que figurez-vous que suivant dernières notes, mes recherches par rapport à ça, il semblerait qu'il y ait eu l'effet inverse avant la dégénérescence. C'était assez troublant, euh, mais ça a été le cas. Et là, L'effet inverse, c'est-à-dire que ça a retardé avant d'accélérer? exactement, c'est comme si il y avait une sorte de, excusez-moi, je vais vous faire un terme barbare, mais de fontaine de jouvence avant la dégénérescence. Ouais. Ah oui, donc on ne parlerait pas de formol qui maintient le corps, mais Non. plus C'est quelque chose de plus efficace. de quelque chose qui régénère. Et vous avez pu identifier cette substance? Oui, alors il te dit un terme scientifique qui est abscon pour toi. Par contre, Que je vais noter méticuleusement en lui faisant répéter. il réfléchit. C'est vrai que là, je vous ai parlé de ce fameux tueur en série. Et c'est vrai qu'il utilisait ce dit produit pour s'attaquer à ses victimes, mais c'est pas possible. Parce que j'ai, comme dirait-on, c'est moi qui participé à sa mise en morgue, ce que je veux dire, il y a quelques années de cela. Quoi. Et là, il te sort le dossier Jules Montaigne avec sa date d'inhumation, et tout ce qui Inhumation. Oui, tout à fait, et tout ce qui en suit, quoi. Savino, le tueur en série, est identifié comme Jules Montaigne? Ouais. D'accord. Du coup, ok. À l'époque, quoi. Mais, Il est au courant. mais il était, à l'époque, il est censé être mort, enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Oui, puis c'est lui, c'est le professeur, enfin, le docteur Delbert qui avait fait son autopsie. Voilà. Eh bien, qu'est-ce que vous pouviez me dire sur cette sur ce cadavre? Eh bien, c'est assez perturbant parce que lui aussi, il restait bien plus frais que ce qu'il aurait dû rester. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ça, Il n'a pas pourri. ouais, il n'était pas en état de putréfaction comme il a. Pourtant, on l'a gardé longtemps, quoi. Et jusqu'au jour où le service d'illumination pour le mettre à la crémation a pris comme qui dirait-on, le relais. Ouais. D'ailleurs, À emporter le cadavre. j'ai emporté le cadavre, quoi. Et vous connaissiez les personnes qui l'ont emporté? Vous les aviez vus, vous travaillez avec eux régulièrement? Bien, oui, tout à fait. C'est Monsieur Joubert. Il est en congé pour l'instant. Alexandre Joubert, de son nom. Et il ne vous avait rien rapporté de particulier par rapport à la suite de l'inhumation? Non, la procédure standard, classique. Voilà. De toute façon, si ça vous intéresse, il y a son bureau qui a quelques couloirs, enfin un couloir. Vous savez, le couloir B32 là, qui est juste à côté, vous l'avez vu? Ah oui, je Bah, reviendrai quand il sera. non, je veux vous passer carrément la clé. C'est la clé 38 là. Voilà, de toute façon, je devais y déposer des dossiers. Donc, par contre, je vous demanderai de ne pas mettre du désordre. Voilà, quoi. Oui, bien sûr, peut-être que vous pourriez
m'aider à trouver le dossier en question. Je pense que ça questionne aussi qu'un cadavre qui est passé entre vos mains réapparaisse plusieurs années plus tard. Et écoutez, je vous avoue que ça m'a questionné pendant des mois, voire même des années. Peut-être temps Et de vous avez mettre ça Vous au avez une clair. réponse? Non, en fait, non. Et vous allez donc, vous sortez tous les deux de ce couloir, dans ce couloir, et tu vas me faire un jeu de perception avec un bonus de 20. Est-ce qu'il m'avait l'air... Enfin, moi, il m'a l'air sincère, mais est-ce que mon personnage avait l'air de déceler quelque fausseté dans ce qu'il disait? La perception passe. Hein. Non, ton personnage, à l'heure actuelle, ne semble pas se méfier de lui. Par contre, tu vois une infirmière assez particulière. Elle semble vous observer au loin, je précise. Alors, je vais la mettre en HDR. Elle semble tenir, tu vois, va plutôt pousser son petit chariot là, quoi. Tu la regardes, elle s'approche de toi, et l'espace d'un instant, on va faire tous les deux un descend vite. Vas-y, attends. C'est une réussite critique. Tu réussis à la désarmer. Ce n'est pas une femme, c'est un homme. Tu reconnais, c'est le frelon. Oui, j'ai réussi à désarmer, mais j'essaie de lui faire une clé de bras, mais... Oui, j'essaie de lui faire une clé de bras, même si c'est pas... Mais... Non, mais vu que tu as fait une réussite critique, je te l'accorde. Tu le vois, il essaie de se secouer. Le professeur qui est à côté, il est désemparé. Mais il se passe quoi? Mais ce qui c'est un imposteur, appelez quelqu'un. Il appelle. Tu le vois courir. Et on va faire tous les deux un jet de mental. Ok. Fais un jet de mental. Ça ne passe pas. Tu réussis, si tu veux, à garder la prise. Tu le vois, il se secoue le cou dans tous les sens. Et tu vois que ce fameux professeur, il est en train de courir, mais plus ça va, plus il court au ralenti, il s'effondre. Et tu te retrouves non plus dans le couloir de cet hôpital, mais dans une sorte de couloir sinistre. Tu tiens toujours le bras du frelon, mais il n'est plus habillé comme une infirmière. Il est habillé en robe de bure. Et tu vois d'autres personnes qui commencent à s'approcher de toi. Ah, tu es très fort. Merrick, je savais que tu étais très fort, mais pas à ce point-là. Que fais-tu? Je vais essayer de me débattre, de résister, de le lâcher, essayer de partir ou de fuir la situation. D'accord. Est-ce que je vois une issue dans cette salle entourée de... Non, tu vois, c'est un peu comme... alors, j'ai pas le jeu vidéo le nom du jeu vidéo en tête, mais tu vois, c'est comme dans Black Room, quoi. En fait, tu vois ce que je veux dire? Il y a des couloirs partout. Eh bien, je vais faire une fuite de panique. Et on va faire un test, tous les deux, un test de chance. J'ai fait une réussite extrême. Et 72, ça ne passe pas. Ok, d'accord. Tu es donc en train de courir, tu as lâché le frelon, tu cours, et à chaque fois que tu rentres dans une pièce, la pièce se répète. Tu es presque au bord de la folie. Fais-moi un des 20.
19. Et tu perds 19 points de santé mentale. Il m'en reste 23. Ok, d'accord. Du coup, je vais te dire ce qui se passe. Tu as anxiété. Ça arrête souvent de peur d'être épié. Angoisse. On va faire un jet de mental après chaque combat. Suspicion. Tu vas être agressif envers les autres membres du groupe au PNJ. Et paranoïa. Et persuadé que les autres membres et PNJ lui veulent du mal au combat, a tendance à s'éloigner de ses alliés. Tu es donc du coup dans un état de folie furieuse. Et évidemment, tu tombes dans les vapes. Tu finis par très vivre. Tu es non plus, comme qui dirait-on, dans le couloir de la morgue, je précise, mais tu es donc allongé dans un lit de cet hôpital avec ce qui semble être une camisole de force. Nous allons finir sur Clotilde, Gaspard et Virgile. Clotilde, tu as eu le temps de voir ton mari, je précise. Celui-ci est, comme dirait-on, sorti avec toi, je précise. Donc il n'y a aucun souci avec lui. Et vous voyez au loin Gaspard qui souffle, il n'en peut plus, il a couru comme un fou, quoi. Ah, je vais passer au moins 2 allées. Je crois qu'il y a ton ami essoufflé là-bas. Virgile, Oui. on t'a posé de questions. Ah, pardon, bah, j'ai pas bien entendu. Il y a Clotilde qui t'a dit que Gaspard, ton ami, est essoufflé. Ah, ton ami était sous. Allons voir comment il se remet de ses émotions. Je veux bien. Alors du coup, on est en extérieur et c'est bon, il est plus. Oui. Donc du coup, toi Virgile, Voilà. tu vas voir Gaspard. Clotilde, est-ce que tu vas suivre Virgile? Oui. À mon mari, écoutez, attendez 2 minutes, je vais voir l'ami de mon ami, un problème. Il fume une cigarette, ça lui pose aucun problème. Il a eu, on va dire, assez d'émotions pour 6 mois, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Bien, alors on va voir. Donc du coup, Gaspard et Clotilde, enfin plutôt Virgile et Clotilde, vous arrivez devant Gaspard. Gaspard, tu vois tes 2 comparses qui prennent une nouvelle, quoi, qui viennent une nouvelle plutôt. J'ai échappé aux hommes du Scorpion. Oui, totalement, quoi. Ouais, suivi. Eh bien, on a essayé. On n'a pas bien réussi. Venez, on reste pas dans le coin. Et on se dirige vers mon quartier. D'accord. Mais attendez. Bon, on va où là? Ton propre quartier? Je leur ai pas dit où on allait, je leur ai juste dit venez. Pardon. Comment vous réagissez? On va où? Justement, question, on va où? En sécurité. Jet de social. Et... Tout le monde, sauf Victor. Quoi? Jet de social, sauf Victor. 80, ça ne passe pas. Ah bah alors là, meilleur jet de ma part. Alors c'est Virgile qui va décider de la marche à suivre. Virgile, tu as le droit de dire à tout le monde de suivre Gaspard, comme tu as le droit de dire non, chacun va où il veut, quoi. Et ouais, mais est-ce que je sais quelle est la bonne décision? Ah non, mais c'est à toi de décider, c'est pas moi. Oui, voilà.
Ça dépend ce que tu veux faire, la bonne décision. Hein. Voilà. Ça dépend, tout le destin de tes amis repose entre tes épaules, Virgile. Parce que, est-ce que Gaspard, c'est un grand ami Oui, sacrifiable ou pas. Non, parce que Clotilde, c'est plus une grande amie que Gaspard. Oui. Après, c'est vrai que c'est là-bas où il y avait la boîte et tout. Donc bon, peut-être Gaspard est du bon côté de la boîte. Je sais pas. T'as Allez, 10 secondes. Non, mais du coup, moi, je propose de le suivre quand même. D'accord. J'ai l'impression qu'il est sûr de son truc. Voilà, il est confiant. D'accord. Alors, HRP, je suis tout à fait convaincu par Virgile, mais par contre, je dis, mais ça me gêne d'abandonner mon mari, qu'est-ce que je vais lui dire? Que je vais sur des hommes inconnus, que je vais sur des hommes inconnus comme ça, je sais pas comment il va le prendre. Alors, le mari en question vient te voir. Il reconnaît Gaspard. Ah. Il me semble avoir vu quelque part votre ami. Oui, il est gêné quand mon ami, que faites-vous, Clotilde Il est temps de rentrer. J'ai promis à l'hôpital de vous ramener. Ah oui. Alors fais-moi un jet Un de hôpital. social. Fais-moi, Clotilde, un jet de social avec un bonus de 30 du coup. Ça passe. Eh bien, écoutez, justement. Oui, Oh là là, on l'a perdu. on a perdu. Ouais. Non, vous m'entendez bien là? Un peu, ouais. Non, ça coupe. Voilà, peut-être que ça va mieux là. Beaucoup. Ah, bon, parfait. Je disais, ben justement, moi, Virgile proposait de me ramener en même temps qu'il posait Gaspard chez lui. Ah ben si, bon, allez. Virgile, vous promettez de me la ramener, hein? Mon bon. J'ai bien le mon bon. Alors, il y a une petite hésitation quand même, mais je vais lui dire que bien sûr. Bon, du coup, il appelle son chauffeur, et puis vous le voyez donc partir au loin, sans demander son reste. Et donc du coup, Gaspard, toi tu prends ta voiture, tu ramènes donc Clotilde et Virgile à ton quartier. Général. Exactement. Et dans le quartier général, tu vois le tétard, tu vois le crapaud, mais tu ne vois toujours pas le trio doré. Et Crisec. Crisec, il est là en train de faire une partie de belote avec le crapaud et le tétard. Okay. Et d'ailleurs, tu le vois, il peste parce qu'il continue à perdre. Je nous fais servir à boire. Je fais envoyer des hommes récupérer quand même. Comment il s'appelle Gussenmeyer et Alderman. Ouais. Parce que j'étais venu avec, je leur fais porter mes plus sincères excuses d'avoir dû partir précipitamment, une affaire urgente. Et donc, des hommes à moi vont les récupérer pour les escorter et s'assurer qu'il ne leur arrive rien. D'accord. Et après, on va s'asseoir avec Clotilde et Virgile. Ok, d'accord. Donc du coup, Clotilde et Virgile, vous êtes assis en face donc de Gaspard. Que faites-vous tous les trois? Eh bien, bon, il serait temps de nous expliquer ce que nous faisons là. Ce que vous faites là, je ne sais pas. Moi, je me repose. Virgile, merci de m'avoir accompagné à cette soirée. Je déposerai le paiement comme prévu. Bon, Virgile, Tu étais au courant de ce paiement et tout, Savino? Oui,
Ah bon. Bon. Bah, C'est ça. tu m'as accompagné en tant que poteau. Tu vas te faire payer quand même. Très bien, merci Gaspard. Du coup, Virgile, pourquoi vous venez ici? Comment? Je dis Virgile, bah, du coup, pourquoi vous m'avez suggéré de venir ici? C'était pour notre sécurité? Une voiture qui passe. Une autre. Elle passe, elle s'arrête pas. Si elle s'arrête. Oh putain. Tétard, crapaud, cri sec, armez-vous. Un homme sort. Ah, ouais. Sécurité, là, Virgile. Un homme sort. J'étais sur le point de me lever et de saluer Gaspard et de dire allez, on y va. S'il vous plaît. Un homme sort. Tu le reconnais, c'est le majordome. Le majordome. Très bien. Ouais, du coup, Je vais à sa rencontre du coup. Je fais signe que tout va bien, je vais à sa rencontre. ok. Et aux autres qui sont pas du clan, je leur fais signe de rester assis. Tu vas me faire un jet de survie, Gaspard. Aïe. 5. Ok, d'accord. Moment Critique. où tu veux, comment dire, t'étais en face du majordome, t'avais une certaine appréhension, si tu vois ce que je veux dire. Tu le vois, il était sur le point de sortir une arme, mais t'as été plus rapide que lui. Et tu la barres. Évidemment, vous, Clotilde et Virgile, vous êtes subjugués par rapport à cette scène. Est-ce qu'on peut aller en sécurité, en vraie sécurité cette fois-ci? C'est ce gars. Si tu veux bien, on va s'en aller. Du coup, je suppose que je me mets à couvert juste derrière. Parce Ah. qu'il était pas tout seul, sûr. Tout à fait, et ça commence à canarder de part et d'autre. Les mitraillettes, ça tire de partout. Faites-moi tous les deux un jet de chance, Clotilde et Virgile. Un destin ou c'est autre chose? Oui, elle descend. Parce que c'est mort. Jet de survie. Gentiment. Virgile, jet de survie. Peut-être. Que j'ai ma stat de... Ah si, pardon, bah non alors. Pas de bol. J'ai 35 en survie, donc c'est mort. Hein. Je fais un jet. Confirme-le. Un D20. C'est-à-dire, je refais un jet de... Un D20. Ah. Ah, c'est presque... Ok. Je refais un dernier. Ça va. T'as juste pris une rafale au niveau du bras gauche. T'as pris 2 balles. J'ai du fil au bras. Ça fait vachement mal. Et tu tombes dans les mains, Virgile. Gaspard, que fais-tu? Tu vois que tes hommes tirent. Tu vas Il riposte faire- sur les hommes du patron. Exactement. Tu vas me faire un ultime jet de combat. 60, ah, je crois que ça passe pas. J'ai pas tant en combat, non. Ça passe pas à 10. T'as de la chance. Ils sont, on va dire, aussi habiles que toi. On est à couvert surtout. Ouais. Et les voitures s'en vont. Cherche pas Ah, leur... du- J'appelle le patron. T'appelles le patron. Le patron va te répondre d'abord, ça sonne. Oui. Moi, je vais porter les premiers secours à Virgile. Ouais.
Attends, je suis avec Gaspard. Patron, Gaspard, qu'est-ce qui se passe? le majordome est venu m'apporter une mauvaise nouvelle apparemment. Je vous ai déçu. Je t'avais dit d'amener la petite Alice. Elle m'a pas encore été livrée. Qui t'a dit qu'elle devait être livrée? Amédée Samuelo. Il prend une pause assez longue. Cela change tout. Viens me voir. Viens me voir à mon bureau maintenant. Ne t'inquiète pas. Tu ne risques rien. Est-ce que tu décides? On va faire confiance au patron. D'accord. Clotilde, On va même venir le voir désarmé. Clotilde, tu prends soin de Virgile. Tu l'amènes, je suppose, aux urgences, enfin les plus proches, quoi. Non, je vais appeler la petite qui me recoue d'habitude. Bon, d'accord. Si elle le souhaite, hein. Bah écoute, elle accepte. Mais là, c'est quand même des balles de mitraillette, donc. C'est pas extraire une balle et recoudre? Si. Mais, Moi, je proteste pour la mettre au hôpital. d'accord. Les hôpitaux en ce moment, à votre place, je me méfierais. Je leur réponds en mettant mon galuran sur la tête et en sortant. D'accord. Dans les hôpitaux. Tu as le droit, Clotilde. Clotilde, que fais-tu? Est-ce que tu décides donc l'aide de cette dame qui va recoudre Virgile? C'est vrai un pied. Est-ce que tu Excusez-moi, j'avais été déconnecté. Surtout, je dis à Gaspard, attendez, qu'il faut se méfier dans les hôpitaux. De quoi faut-il se méfier? Des produits qui vous injectent, des expériences qu'ils font. Particulièrement chez Sainte-Clotilde. Si vous allez quelque part, n'allez pas là. De l'hôpital psychiatrique, là, il faut l'amener dans l'hôpital général. Non, mais il fait hôpital général et psychiatrique en fait. Et orphelinat. Non, ça c'est autre chose. C'est autrement. Mais c'est lié. Oui. Saviez-vous, est-ce qu'il sera forcément mené à Sainte-Clotilde? Sinon, effectivement, je laisse faire venir sa recouseuse, on va dire. C'est le plus près, Sainte-Clotilde, donc vaut mieux. Oh. Ouais, donc, non, je laisse venir sa chirurgienne. Allez voir un médecin demain. Demain, sa blessure va s'aggraver. Non, mais faites le recoudre ce soir et amenez-le voir un médecin demain pour confirmer que les premiers soins ont bien été apportés. Mhm. Bon. Je suis attendu, moi, maintenant. Nous allons terminer la dernière scène avec Gaspard. Et je vais vous demander de tous vous mute, sauf Gaspard. Gaspard, tu roules. C'est la nuit. Tu n'aimes pas cette ambiance. Tu sens vraiment que tous les éléments de l'univers sont contre toi, je précise. Tu finis par arriver face à cet hôtel, tu sais, aménagé au président. Je vérifie que je suis pas suivi non plus, parce que j'ai quand même les hommes du Scorpion au cul. Tu n'es pas suivi, mais quelque chose, il y a quelque chose d'assez particulier. D'habitude, cette rue se trouve donc le quartier général du patron est assez animé. On y trouve ça et là quelques marchands, surtout des prostituées, si tu vois ce que je veux dire. Mais là, personne, calme plat, même pas un chat, même pas un pigeon. Il règne une ambiance mortifère. J'ai du mal, mais je laisse mon arme dans la voiture. Ok, d'accord. Donc du coup, tu t'approches. Tu
Tu es au seuil de la porte d'entrée. Tu sais qu'il va falloir marcher quelques étages avant d'arriver à cette fameuse pièce qui est toujours dans les ténèbres. D'ailleurs, tu n'as jamais compris pourquoi le patron ne s'était jamais montré jusqu'à présent. Tu marches. Chaque pas dans cet escalier est très difficile. Mais tu finis par enfin arriver face à cette dite porte. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu frappes à la porte? Oui. La porte s'ouvre toute seule. J'entre. Après le protocole, je sais pas si c'est tête baissée, à genoux ou quoi que ce soit. Plutôt tête baissée, quoi. Pas plus que ça, quoi. Et bizarrement, tu vois une sorte de bougie qui est allumée. Le patron semble avoir une sorte de robe de beurre qui cache son visage, quoi. J'évite de trop regarder. Émile Sanglant, tu es là? Je suis là, patron, selon vos ordres. Tu as donc dit que c'est ce Samuelo. Approche. Tu approches. J'approche. Tends-moi ta main. Je tends la main avec laquelle j'ai serré celle de Samuelo. Tu vois qu'il commence à dévêtir son gant droit. Et là, ce sont des doigts qui sont assez allongés, un peu crochus. Pose sa main, moi, ce qui semble être une main, sur la tienne. Jet de mental, avec un malus de 15. Avec un malus. Oh là là. Ouh, ça doit passer, je crois. Ça ferait 34 sur le mental. Oui, ça passe. Ça passe. Tu vois, t'as un moment de recul. Mais tant pis, tu laisses, comment dire, poser ses doigts crochus au niveau de ta paume. Et les enfonce directement dans ta paume, la paume de ta main, quoi. Je serre les dents. J'attendais quelque chose, mais pas ça. Il les ressort. Et tu vois, il a les ongles qui sont, on va dire, imbibés de ton sang. Il commence à faire... Tu vois, il commence à goûter ton sang. Une sorte de succion avec un grouillement de plaisir. Je fais de mon mieux pour garder la tête basse. C'est bien ce que je pensais. Et là, tu le vois, il a, comme qui dirait-on, un mouvement de haut en bas avec la tête. Il est temps pour toi, Gaspard Claudin, de connaître qui dirige réellement Paris. C'est de psychologie. Ça passe. Évidemment, t'es pas en mesure de force. Mais Ah bah non. tu sens qu'en fait l'ambiance semble semble se détendre, Ça tourne plus ou moins en ma faveur. plus ou moins. Je vais te dire qu'en fait, il montre enfin son visage. Ce n'est pas- J'estime donc que je suis en droit de le regarder. Tu regardes. Visage assez déroutant. Un visage noir. Ouais. Avec des dents pointues. Clairement pas humain.
Alors, qu'est-ce que ça t'inspire, mon cher? Respect et crainte. Bien. Désormais, et là il impose donc sa main au niveau de ton épaule. Tu es mon nouveau majordome. Alléluia. Et tu es, on va dire, congédié. Tu vas revenir, au bout de quelques heures, tu reviens chez toi, quoi. Non pas dans ta planque, mais dans ta maison, je précise. Et tu vois quelque chose dans l'ombre. Quelque chose Je vois quelque chose dans quoi? dans l'ombre, je précise. Dans l'ombre. Une petite chose. Une jeune fille. Non. Zut. Quelque chose qui a été une petite fille avant. Elle a ce qui semble une sorte de masque de cire au niveau du visage. Elle bouge de la tête frénétiquement. Des sortes de filaments sont au niveau de ses mains. Tu reconnais Alice, tout au moins, ce qu'elle est Alice. Une sorte de clé et au niveau de sa tête. Que fais-tu? Je sais où je devais la livrer. Logiquement, au patron. Eh bah, on va refaire le chemin jusqu'à chez le patron. Non, on va d'abord téléphoner pour avoir une escorte et on va refaire le chemin jusqu'au chez le patron. D'accord. Tu vas attendre. Pour l'instant, il y a cette chose qui bouge la tête de gauche à droite. Elle semble te chercher du regard. Tu as toujours cette clé au niveau de sa tête. Ah bah, on va essayer de pas rester dans sa ligne de mire. D'accord. Les hommes du patron finiront par arriver. Il est désormais minuit 45, autrement dit 1h15. Que fais-tu? Est-ce que tu l'amènes avec toi directement dans la voiture ou tu laisses ces hommes la prendre? J'ai pas envie de rester dans la même voiture que la gamine, mais je vais quand même suivre l'escorte. D'accord. Du coup, ça roule à même la nuit. Et au moment où vous alliez arriver devant les locaux du patron, on est d'accord, tu n'es pas dans la même voiture que cette petite. Je suis pas dans la même voiture que la petite. D'accord. Vous arrivez devant cette bâtisse. Pour la voiture. Elle commence à fumer. Elle explose. Et donc, tu arrêtes ta voiture. Par réflexe, tu te diriges face à cette voiture. Et ce que tu vois, à part des hommes qui se débattent, toujours ce qu'a été cette petite fille qui bouge la tête frénétiquement et dont les flammes finissent par enfin consumer ce qu'elle a été. Tu es perplexe et pensif. Que fais-tu? J'ai pas le temps de... Il n'y a pas d'extincteur dans les voitures à l'époque. Non. Et les flammes sont vraiment intenses, genre si j'enlève mon impair, est-ce que je peux récupérer la gamine et espérer la choper plus ou moins en vie? Tu peux. Je fais ça. Tu vas me faire juste un jet d'endurance. Endurance, pas agilité? Ouh. L'un comme l'autre, c'est un échec.
et tu te brûles plus ou moins les bras. Et tu réussis à prendre cette chose qui t'enlace. Tu sens, tu as une sorte de haut le cœur. Et tu sens pas bien, tu tombes sur tes genoux. Et tu n'as qu'une seule envie, c'est de mourir. Que fais-tu? J'essaye de lancer la gamine hors de la voiture et puis d'avancer D'accord. pour m'éloigner des flammes. Fais-moi un ultime jet de survie. Ah, il s'est raté. Je vais faire comme pour... Ouais. Vas-y. Fais-moi Un des 20. Ouais. T'as de la 4. chance. Je refais un dernier jet. Ça va. Tu as un souffle qui te propulse si tu veux. Et tu seras comme directement dans les vapes. Le lendemain matin, tu es réveillé par une sorte de brise matinale, quoi. Tu ne sens plus de sensation au niveau de tes jambes. Tu n'es pas paralysé, je précise. Tu es juste, tu vois, tu es juste comme dans un état où tu penses que tu n'as plus de force. Tu vois ce que je veux dire? Épuisé. Épuisé. Et tu vois enfin ce qui est le cadavre d'Alice qui gît à tes pieds, sous une forme humaine, je précise. L'affaire sera portée au niveau donc des journaux. Et au bout de quelques jours, on apprendra le suicide de Mathilde Thériault. Fin de la session.